Comme l'année 2020 l'a démontré, l'accès au très haut débit et à l'Internet est essentiel pour les services numériques tels que le télétravail, le commerce en ligne, la formation à distance, l'activité économique en général. La France s'est dotée d'un vaste plan de déploiement d'une nouvelle infrastructure numérique, principalement en fibre optique, le plan France Très Haut Débit. Où en est-on de ce vaste chantier? Aujourd'hui, 62% des Français peuvent désormais avoir accès à une offre en très haut débit. C'est une avancée considérable, fruit de plusieurs années d'efforts partout en France. Le record de déploiement en fibre optique a d'ailleurs été battu en 2020, malgré le contexte sanitaire. 5,8 millions de locaux ont été fibrés en 2020. Cette progression est le résultat de la mobilisation de toute une filière et un écosystème, opérateurs d'infrastructures, installateurs, collectivités territoriales, investisseurs et financeurs. Cet effort massif pour la généralisation du très haut débit d'ici 2025, c'est aussi grâce à l'implication majeure des collectivités territoriales. Elles ont en effet la responsabilité d'assurer la couverture en très haut débit pour près de 17 millions de foyers et d'entreprises partout dans le pays, en zone de montagne et dans les campagnes. À la Banque des Territoires, nous avons la conviction depuis de nombreuses années que les infrastructures numériques sont essentielles pour le développement économique et nous nous mobilisons massivement depuis 3 ans. Nous finançons en prêt et en investissement plus de 60% des lignes publiques. Les centres de données ou data centers sont le prolongement naturel de ces réseaux et les maillons essentiels pour les services numériques. On en dénombre près de 200 en France, de tailles très diverses, et ils s'en déploient de plus en plus dans les territoires, au plus près des besoins des entreprises et des utilisateurs. Les infrastructures numériques sont donc pour le pays, pour les territoires, les entreprises, le public, tout à fait essentielles. Et elles sont d'ailleurs de plus en plus la cible d'attaques, prouvant leur caractère critique. Il nous faut donc désormais renforcer leur sécurisation et poursuivre naturellement le développement des services pour que personne ne reste au bord du chemin. Merci Gaël. La Banque des Territoires est en effet très impliquée dans le développement des réseaux, les réseaux d'initiative publique. Et on est en train de réussir ce pari fou qui avait lancé il y a quelques années, d'équiper tous les Français en très haut débit. Donc dans cette table ronde, j'ai le plaisir d'avoir Monsieur Pifer, qui est le président du syndicat mixte Val-de-Loire, qui déploie le haut débit dans ces zones rurales. Et je lui laisserai la parole. On a aussi Servane Augier, qui est directrice générale déléguée de 3DS Outscale du groupe Dassault Systèmes. On parlait de data center, on parlait de cloud. C'est le bras armé du groupe Dassault Systèmes dans le cloud. Et puis on a Françoise Mercadal de la Salle, qui a 2 casquettes, directrice générale du Crédit du Nord, un groupe très engagé évidemment comme toutes les banques dans la transition numérique, mais qui aussi, depuis peu de temps, coprésidente du Conseil national du numérique. Et moi j'ai envie qu'on ait cette discussion où on va terminer l'équipement en très haut débit physique, on va réussir à réduire cette fracture territoriale qui était très importante. Je dis la première des fractures, c'est la fracture du haut débit. C'est 0 ou 1, le courant passe pas. Soit vous êtes raccordé au haut débit, et dans la période du confinement, vous avez pu télétravailler, vous avez pu communiquer, vous avez pu avoir accès à toute une série de loisirs, soit vous n'étiez pas raccordé, et là le confinement a dû être beaucoup plus triste. Mais ça, même si c'est encore pas tout à fait fait, et vous nous raconterez les aventures de ce que c'est un déploiement du haut débit, on en voit le bout. Ce que je sens, moi, venir, c'est la question de quel service, avec quelle souveraineté, et comment est-ce qu'on évite de nouveau de créer une fracture sociale sur ce déploiement des outils. Monsieur le Président, je vous laisse la parole en premier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un moment important, en effet, puisque Val-de-Loire numérique représente donc 2 départements, le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire, qui sont des départements très ruraux, hormis les zones amies bien entendu, et toute notre difficulté a été de pouvoir assurer le 100% fibre pour tous, habitat isolé compris, c'est-à-dire de supprimer purement et simplement la fracture numérique, plus que de la réduire. En réalité, c'est sa suppression pure et simple qui est l'objectif recherché d'ici 2023. C'est important, j'interviens, vous avez dit 100%.
100% fibre pour tous, habitat isolé compris, avec des conditions de raccordement qui sont lissées, quel que soit le lieu de raccordement. Parce que c'est important de le dire aux Français, aux gens qui nous écoutent. Quand on dit oui, ok, c'est le Loir-et-Cher, ça va être Blois, et puis les alentours de Blois. Non, vous l'avez dit, c'est l'habitat isolé. Donc nous, quand on déploie ensemble, puisqu'on est associé, on est investisseur avec TDF et avec les collectivités locales, les 2 départements, on va couvrir 100%. Alors c'est bien du 100% fibre pour tous, habitat isolé compris, Blois n'étant pas dans notre champ de compétences puisqu'il est en zone AMI et donc nous sommes vraiment dans la ruralité pleine et entière de nos territoires et c'est à ce titre que ce syndicat a vocation aux côtés et avec TDF mais à vos côtés aussi puisque la Banque des Territoires depuis le début nous accompagne à la fois d'abord dans le conseil, ensuite dans la dynamique pour l'attribution de la délégation de services publics et puis aujourd'hui, vous contribuez au financement de ces opérations. C'est 320 000 prises qui sont concernées dans notre ruralité. Donc c'est un demi-milliard d'investissements. Et donc tout ceci d'ici 2023, de façon à ce que la suppression claire et nette de la rupture numérique soit pleine et entière. Et donc ça, c'est notre premier champ d'intervention. Et c'est grâce à ce partenariat, je dirais, à une entente très forte et très solidaire des différents acteurs, que ce soit l'État, la région, les 2 départements, l'ensemble des EPCI, et puis vous, Banque des Territoires, à nos côtés, pour faire en sorte que notre concessionnaire TDF tienne les engagements qui sont les siens au travers de cette délégation de services publics. Oui, parce qu'on le sait, enfin, moi j'ai été dans les télécoms, comme Servan aussi, c'est pas toujours facile, hein, c'est des déploiements industriels. Alors Servan, côté outscale, Dassault Systèmes, cloud, où on en est pour voir un petit peu de souveraineté et puis qu'est-ce qu'on va faire une fois que les réseaux seront connectés? Alors côté 3DS Outscale, d'abord on est très heureux en fait de chiffres comme ça qui sont fantastiques et qui font que effectivement le confinement qui est un vrai révélateur des besoins et de la façon dont on dépend aujourd'hui du numérique a permis aussi au-delà des usages individuels en télétravail de montrer qu'il y a des dépendances et que ces dépendances on peut lutter contre et qu'il y a une excellence française dans le numérique qu'on oublie souvent. Parce qu'on met en avant les chiffres des GAFAM qui ont des grosses parts de marché. Mais ce qu'on a été capable de montrer, c'est une très très grande agilité entre acteurs français pour déployer des solutions performantes au service notamment des territoires. Alors en tête, j'ai par exemple le projet sur le cockpit Grand Est, où on a mis en place une plateforme collaborative qui permet à la fois d'échanger entre les différentes parties prenantes, ministères, entités locales, hôpitaux, pour partager de la donnée, pour partager des prises de décision, et derrière avoir des outils de pilotage, mais qui permettent de suivre, et qui permettent également de lancer des simulations, et donc d'avoir une anticipation économique, donc des outils puissants qu'on est en train de déployer dans d'autres régions. Et voilà, ça c'est la force qu'apporte aujourd'hui le secteur du numérique et qui est mise particulièrement en avant dans des périodes comme la nôtre. Et ça, c'est un projet que vous menez donc avec la région Grand Est, avec Jean Rotner, qui était à votre place ici il y a 2 ans, sur une table ronde sur le numérique avec Cédrico. Pourquoi? Parce que c'est un déploiement, c'est le plus gros déploiement en RIP, s'il se fait au niveau régional. Vous, c'est 350 000 prises. Dans la région Grand Est, c'est 980 000 prises. Donc, c'est l'un des plus gros réseaux qu'ils font avec Altitude. Mais ça l'a projeté. Et donc, là, comment ça va marcher, ce cockpit Grand Est? Vous pouvez un peu nous en dire plus? Quels vont être le type d'indicateurs? Quelle est la... Alors, c'est un cockpit qui, je le disais, permet à la fois d'échanger. Donc, ça permet la première brique qui est la collaboration. Parce que ce n'est pas toujours évident quand on a des entités qui sont très variées, d'avoir des outils où on retrouve le même niveau d'information, le suivi de ce qui a été décidé. Et qui permettent derrière de mesurer, alors avec des outils, des tableaux de bord de suivi, qui permettent de descendre très précisément dans les territoires, jusqu'à des 2000 habitants, qui permettent de faire après par-dessus des simulations pour dire voilà, si on vaccine tel pourcentage de population, qu'est-ce qu'on va avoir, quels sont les risques d'avoir de la saturation hospitalière. Enfin voilà, c'est un outil vraiment qui permet d'avoir tous les bénéfices du numérique au service d'un sujet de santé publique et qui permet
pour revenir à notre point qui était celui de la souveraineté, qui permet de montrer que ça sont des choses qu'on sait faire en toute souveraineté. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des données qui sont processées dans nos data centers, sur le cloud de 3DS à haute scale, donc vraiment qui restent en local, en souverain, avec des intervenants qui ont construit l'offre, qui sont des Français, en complète collaboration. Françoise, toi, tu viens de prendre donc la coprésidence du CNUM. Et tu sens que, au fur et à mesure qu'on va quand même équiper, il y a des risques de décrochage d'une partie du numérique. Oui, mais avant de parler de ça, Olivier, je voudrais aller dans le même sens que mes camarades. Il n'y a pas de numérique s'il n'y a pas d'outils et s'il n'y a pas d'infrastructure. C'est une banalité, mais je pense que tout ce travail qui a été fait en France d'équipement et de progression de l'inclusion, il est absolument majeur. Je donne juste un petit exemple très, très concret. Nous, à la mi-mars 2021, quand on a décrété le confinement en France, on a dit aux banquiers, mais vous, il faut que vous continuiez à bosser. Parce qu'il faut que vous soyez là, auprès d'ailleurs des acteurs publics, pour accompagner les entreprises, pour accompagner tout le monde, avec notamment ces prêts garantis par l'État, qu'on a distribués massivement. Mais sans le numérique, on aurait fait comment ? Et nous, nous sommes des banques dans le groupe Crédit du Nord, on est vraiment ancrés dans les territoires. Ce sont 9 banques régionales qui se sont fédérées au fur et à mesure du temps. On est dans des endroits qui sont parfois un peu éloignés. Et on a fait un boulot, grâce aux équipes d'infrastructure notamment, de déploiement des outils. Si on n'avait pas eu les réseaux, ça aurait été juste impossible. Donc je veux qu'on soit bien clair là-dessus avant d'aller sur d'autres plus grandes idées. Ça me paraît fondamental. L'inclusion par le déploiement de l'outil lui-même, il est majeur. Il faut d'abord mettre cet outil et la capacité de communication avec dans les mains de tout un chacun. Voilà. Après, ce qu'on est en train d'observer, parce que ça fait maintenant un certain nombre d'années quand même que cette transition numérique ou transition digitale, elle est engagée dans notre pays comme dans le monde entier, c'est que finalement, une fois que tout le monde est équipé, on voit bien que les usages que nous pouvons faire les uns ou les autres de cet outil sont très différents. Et finalement, c'est la question qu'on a envie de se poser dans ce nouveau Conseil national du numérique, c'est finalement qu'est-ce que le numérique fait aux humains ? Comment est-ce qu'il change leur psychologie d'une certaine façon, leur rapport à l'éducation, leur rapport au plaisir, au loisir, à l'art, leur rapport aux institutions, leur rapport au lien social, comment le numérique agit. Je pense que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire collective où il faut quand même qu'on arrive à faire un petit pas de côté pour se poser cette question. Une fois qu'on a tous cet outil entre les mains, qu'on est tous en capacité finalement de passer nos journées entières derrière cet écran, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on voit bien, tu y faisais allusion, que finalement les inégalités culturelles ou sociales traditionnelles, on les retrouve derrière l'écran, voire même que l'écran potentiellement les accentue, parce qu'en fonction de son background éducationnel ou culturel, on ne va pas du tout aller puiser la même chose derrière l'écran. Et je pense qu'il faut qu'on se préoccupe de ça et que donc l'accompagnement finalement à l'utilisation, l'accompagnement aux usages, ça fait aussi partie du rôle des entreprises et évidemment des pouvoirs publics. On y reviendra sur l'accompagnement à la fin, mais je voudrais poser une question justement au président PIFER, parce que je sais qu'il y a la question du contenu. Une fois qu'on a déployé un peu les tuyaux, alors ces tuyaux, ils n'ont jamais été déployés juste dans cette finalité juste industrielle. Il y a eu des entreprises d'insertion, il y a eu de recours aux entreprises locales. Mais je sais qu'il n'y a pas un syndicat, il n'y a pas une collectivité locale qui a fait ces déploiements sans penser après service, en disant qu'est-ce qu'on va apporter comme service supplémentaire quand la bataille de la réduction de la fracture territoriale sera gagnée. Qu'en est-il dans le Val-de-Loire ? Alors en effet, la suppression de cette rupture du numérique était un premier combat, mais maintenant il nous faut déjà penser à tout ce qui est la valorisation en fin de compte de ce support numérique, et donc nous travaillons au travers de démarches, notamment par exemple sur le Wi-Fi tourisme, qui est un Wi-Fi dédié donc à ceux qui circulent sur nos territoires et qui peuvent par la mise en place de bornes spécifiques se connecter dès qu'ils rentrent sur cet espace bidépartemental
et ensuite, par itinérance, aller d'un territoire à un autre tout en étant en permanence reconnu, sans avoir à se reconnecter en permanence. Donc l'itinérance touristique, c'est une première des démarches que nous avons voulu mettre en place dans les usages, justement, après avoir créé le réseau. Et parce qu'il nous est paru indispensable de ne pas faire d'abord la rupture du numérique et puis ensuite penser usage. Il faut mener les deux dispositifs en parallèle de façon à ce que justement chacun s'approprie justement ses usages, ses outils dédiés et qu'on ne risque pas la deuxième fracture que vous évoquez justement qui est liée après aux usages. Il faut que tout le monde ait le même niveau d'utilisation et les mêmes capacités. Il y a un vrai accompagnement dans cette démarche et notre vocation au travers du Wi-Fi tourisme mais aussi au travers du Wi-Fi territorial, c'est d'être déjà projeté dans les usages. Et nous travaillons même maintenant aussi sur d'autres orientations, par exemple sur les mobilités, parce que lorsque, au travers des données que nous récupérons grâce à ces bornes, nous allons pouvoir donner des signaux d'orientation, d'aménagement des territoires auprès des partenaires que sont nos collectivités, que sont les intercommunalités notamment aussi. Et donc, c'est de l'utilisation de ces données et de cette restitution des données que nous viendrons enrichir nos territoires de demain et faire en sorte que cette utilisation soit profitable à tous et accompagne justement l'ensemble des décideurs locaux et territoriaux. Vous avez lâché le mot, Monsieur le Président, données. Donc là, je vais me tourner vers Servan. Collecter des données, formidable. Enfin, maintenant, on a un peu grandi dans le sujet. On se dit, où vont mes données? Que fait-on de mes données? Qui a droit à mes données? Qui les retravaille? Et donc là, j'ai vraiment envie de vous tendre le micro sur ce sujet-là. Oui, alors ça, c'est vraiment le sujet qui nous tient très fortement à cœur. Hein. C'est parce que Dassault Systèmes, historiquement, en fait, manipule pour ses clients énormément de données. Donc, la logique d'une souveraineté de la donnée et de protéger ces données, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fortement ancré dans le groupe. Et nous, en fait, on travaille là-dessus avec la Caisse des dépôts aussi, qui est très impliquée au sein de Gaia-X, pour faire en sorte qu'à l'échelle européenne, puisque clairement l'échelle française, on a tenté hein, il y a quelques années, ça n'a pas été suffisant, mais donc aujourd'hui on a gagné en maturité, on a gagné dans les usages. Et je pense qu'on a aussi gagné en prise de conscience. C'est-à-dire qu'on peut faire écho à cette fracture qu'on retrouve dans les usages des individus, et là en l'occurrence des jeunes, mais on peut la retrouver, ce risque, au niveau des usages des entreprises, par exemple, en considérant que là, ce n'est pas ceux qui vont dans le trash et ceux qui vont sur la culture, mais c'est plutôt ceux qui font l'usage sans regarder où. Et donc, c'est là qu'on se retrouve avec 85% des données en Europe qui sont stockées chez les clouds des GAFAM. Et aujourd'hui, une prise de conscience qu'il faut absolument regagner en autonomie. Et pour regagner en autonomie, il faut faire travailler ces acteurs de la filière française et européenne qui ont des services. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur cette excellence numérique que nous avons. Parce que c'est important que les entreprises prennent conscience que certaines données ne peuvent pas aller dans des clouds qui sont surtout soumis à des lois extra-européennes en fait, hein. Donc des clouds où leurs données peuvent être réquisitionnées. Et donc il y a des risques pour eux. Vous parlez d'excellence numérique et puis d'échecs passés. Il faut se dire les choses. On dit les choses simplement à la Banque des Territoires. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on a complètement raté la révolution du cloud. On s'y était profondément engagé à la Caisse des dépôts. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes, moi, que j'ai lu avec attention. Alors d'abord, on a perdu 37 millions. J'ai envie de dire, si c'était à refaire, c'est-à-dire reprendre la décision de prendre un risque de perdre 37 millions sur un marché qui fait combien, Servan, le cloud? Alors, les chiffres sont... Ça dépend ce qu'on met dedans, mais globalement, c'est 5%. Ça n'est que 5% de l'IT mondial aujourd'hui, le cloud. C'est un marché en devenir, hein, encore. Donc, mais quand même, on marche de 37 millions, c'est une goutte d'eau dans le marché. C'est une goutte d'eau. En revanche, ce qui était extrêmement dur dans ce rapport, c'était de voir, le rapport avait été émaillé des publications scientifiques qui venaient de l'INRIA, tu es au conseil de l'INRIA, de Paris-Saclay, où toutes les publications scientifiques avaient été faites par des Français sur la virtualisation, sur les algorithmes, ces sujets comme ça,
qui émaillait les différents échecs industriels qu'on a connus, parce que c'était un échec industriel. Numergy et CloudWatt sont des entreprises qui ont disparu, mais pour autant, lorsque Gaia-X, qui est arrivé, qui est une autre initiative qui consiste à plutôt travailler sur l'interopérabilité des protocoles, nous l'avons soutenu. Ce n'est pas parce qu'on s'est cassé la figure une fois qu'on n'a pas le droit de se réintéresser au sujet. Et Gaia-X, nous, on sponsorise le Vertical Finance avec des banques qui sont puissantes. On a la chance d'avoir une industrie très puissante, dans une logique qui n'est pas une logique seulement française, qui est une logique européenne. Et là, nous, on s'est profondément engagé parce qu'on se dit qu'on connaît tous l'environnement bancaire qui est incroyablement régulé. On peut créer un environnement de cloud qui satisfasse par naissance, compliance by design, l'environnement réglementaire et faire une différenciation immédiate. Absolument. C'est par les usages, en fait, qu'on va regagner la bataille. Mais Olivier, tu parles d'or. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de la cloudification du groupe Société Générale lorsque j'y étais. On a monté un des premiers clouds privés parce que justement, on ne trouvait pas d'infrastructure publique et moi, je ne voulais surtout pas que nous confions les données de nos clients à des acteurs autres que des acteurs français ou européens. Et ça n'existait pas. Et c'était à l'époque extrêmement compliqué. Je suis allée voir des collègues banquiers en Espagne, en Italie. Ça a été extrêmement compliqué de se mettre autour de la table pour essayer de faire quelque chose ensemble. C'était probablement pas mûr. On a beaucoup de retard à rattraper. Le problème dans l'économie digitale, tu le sais bien, c'est que the winner takes all, hein, le plus gros, devient toujours plus gros. Et donc, il devient toujours plus difficile d'essayer de le rattraper. Donc, je crois qu'il y a une responsabilité des pouvoirs publics majeurs d'essayer de rattraper ce retard parce que la conservation des données, c'est vital. C'est vital. C'est véritablement un sujet de société, de confiance. Il faut qu'on y arrive. Hein. Absolument, mais c'est pour ça c'est vraiment merci d'avoir passé le message parce que moi je pense qu'il faut rappeler que le fait de consommer des acteurs, enfin le numérique d'acteurs français et européens, ça a deux vertus. En fait, ça a une première vertu, c'est que ça enrichit le tissu économique, ça fait vivre nos entreprises, ça donne des jobs à nos enfants plus tard, ça fait de la R&D, enfin ça a ses vertus par rapport à l'activité. Et ça a également des vertus par rapport à la protection et par rapport au fait de garder de l'autonomie et du choix. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les winners qui ont pour le moment le gros du marché, ils ont été fortement poussés par la commande publique dans leur continent. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai appel des opérateurs du cloud en France à ce que le secteur public soit exemplaire, commande chez les acteurs français et européens pour donner cette image à la fois d'exemplarité, donner l'idée aux autres et aux autres entreprises du privé de le faire, nous permettre de grandir et d'avoir plus de chiffre d'affaires et donc de meilleures capacités, des meilleures mutualisations de nos coûts et de rester compétitifs, et puis de développer cette souveraineté européenne en ayant des acteurs forts qui sont des contrepoids. Mais il faut être aussi fort qu'eux. Oui, il faut une vraie qualité de service. Et ça, moi, même si tous les jours, les gens travaillent pour le déploiement des réseaux, j'ai envie de dire la bataille est gagnée. Mes équipes n'aimeraient pas ça parce qu'ils disent c'est pas toi qui vois les difficultés opérationnelles avec les opérateurs et il reste encore de mémoire genre 4 millions de prises à construire, elles vont pas se faire tout seules. Il y a des problématiques sur les raccordements longs, il y a des problématiques encore sur les zones blanches. En Centre-Val de Loire, il y en a quelques-unes. J'ai envie de dire écoutez, ça, vous avez des difficultés opérationnelles, projetons-nous dans le futur et ces sujets de data, de souveraineté, de réduction de la fracture sociale qu'accélère parfois le digital, ça doit être les nouvelles frontières de la Banque des Territoires. Donc on travaille sur les data centers et on essaye au niveau du groupe Caisse des Dépôts, puisque je suis aussi en charge de la transformation numérique du groupe Caisse des Dépôts, de faire masse de ce grand pôle public, puisque nous aussi on a une banque qui est la Banque Postale, on a une grande compagnie d'assurance qui est la CNP, on a quand même pas mal de leviers pour essayer de massifier la commande publique et d'imposer un certain nombre de réglementations dans le cloud, de commandes, de standards, pour favoriser cette émergence d'acteurs dont on a absolument besoin.
formidable, hein, merci. Oui, je dirais que, en effet, sur la maîtrise de notre destin et la maîtrise des données, on est tout à fait d'accord qu'il faut vraiment trouver un vrai partenariat très fort, de façon à ce que nous restions maîtres, en effet, de cette situation et que nos données soient restituées, mais en ayant toujours cette responsabilité de ces données. C'est important. Et nous, on met en place un système de data visualisation, justement, pour faire que les données que nous captons au travers de nos bornes Wi-Fi touristiques puissent servir nos collectivités dans leurs démarches d'investissement, dans leurs orientations politiques d'aménagement de territoire. Et la propriété de données est un élément fort et essentiel. Et je vous rejoins tout à fait dans cette dynamique et cette volonté que nous restions maîtres de notre destin. Françoise, tu nous dis un petit peu ta feuille de route sur le Conseil national du numérique. Alors, on est en train de la poser avec les membres de ce nouveau conseil. On choisit un angle qui est un angle un peu plus sciences humaines et moins technologie pour faire un pas de côté, essayer de comprendre, comme je le disais maintenant, ce que le numérique fait à l'humain, fait aux hommes, fait à notre façon de fonctionner. Ce sujet de est-ce que le numérique nous met en capacité d'agir ou au contraire nous rend un petit peu esclaves, je le dis un peu simplement. Je pense que c'est un vrai sujet. L'économie de la donnée, l'économie de la confiance, et puis l'économie de l'attention. On a un vrai sujet, c'est-à-dire on court tous après ce déploiement digital et on veut absolument que notre pays, nos concitoyens soient équipés. Après, c'est qu'est-ce qu'ils font de tout ça? Est-ce qu'ils sont plus heureux? Je pense que c'est un vrai sujet sur lequel on veut se pencher. Et donc, dans ce conseil, il y aura des sociologues, des philosophes, des anthropologues, à côté d'informaticiens. Et on va essayer de voir comment ce choc des cerveaux et des visions va amener quelque chose dans le débat. Notre ambition, c'est d'amener et de structurer le débat autour de ce sujet. Donc une dimension très humaniste finalement dans le déploiement du digital. Et nous, je peux l'annoncer parce qu'on va rentrer maintenant en phase de déploiement. Cédrico nous a confié la maîtrise d'œuvre de son grand programme d'ambassadeurs du numérique qui vont aller au-devant des populations qui ont du mal avec le numérique et qu'on ne veut pas laisser de côté. Donc de la fracture physique, on va passer à la réduction de la fracture sociale avec des gens qui ont peur du numérique et qu'on va essayer d'accompagner pour les gestes simples, de désinhiber du numérique. Ça, c'est un nouveau programme qu'on va lancer à la Banque des Territoires. Merci beaucoup. Merci. Merci.